est 19 h, bonsoir à toutes et à tous et merci de nous rejoindre pour ce journal. Sans plus tarder les titres de l'actualité. Après le drame survenu à Oued El Harrach, le ministre de l'Intérieur s'est rendu aujourd'hui dans plusieurs wilayas du pays en application des instructions du président de la République. Brahim Erad a présenté ses condoléances aux victimes de l'accident et transmis le message de solidarité du chef de l'État. À Boumardès, l'arboriculture fruitière s'impose comme un véritable pari sur l'avenir. Entre diversification des cultures et recherche de nouvelles variétés, les agriculteurs misent sur une culture à la fois rentable et respectueuse de l'environnement. Nous irons par la suite à Hariq, à Tizi Ouzou. L'abeille et le miel ont été à l'honneur. Le village a accueilli la 11e édition de l'abeille et du miel, un rendez-vous qui a célébré à la fois le savoir-faire ancestral des apiculteurs et les savoirs de la ruche malgré les défis climatiques. Et puis nous terminerons avec cette douceur incontournable des étés chez nous. Le créponné séduit toujours autant. Il vient d'être classé parmi les meilleurs desserts glacés au monde, premier en Afrique et dans le monde arabe. Il est aujourd'hui érigé en fierté nationale. Mesdames, Messieurs, bienvenue à vous. En application des instructions du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, Brahim Erad, s'est rendu aujourd'hui à Biskra, Ouled Djellel, Bariqa et Khenchla, en compagnie du ministre de l'Hydraulique, Taha Derbel, pour présenter ses condoléances et transmettre celles du président de la République aux familles et proches des victimes de l'accident de la chute d'un bus de transport de voyageurs dans l'Oued El Harrach. Écoutons le ministre de l'Intérieur. Nous avons tous été touchés par cette terrible tragédie. Nous sommes là aujourd'hui pour exprimer notre solidarité et notre soutien aux familles des victimes endeuillées, pour transmettre nos condoléances et celles du président de la République aux familles des victimes. C'est un rendez-vous important pour l'Afrique et ça se passera à Alger le mois prochain, la foire commerciale intra-africaine. Cette plateforme pour les jeunes entrepreneurs, les start-up et les investisseurs du continent aura pour mission d'attirer des capitaux, de créer des partenariats et de renforcer l'intégration économique africaine. Cette édition promet d'être mémorable au vu de l'impact et de la visibilité internationale attendue. Badi Amarni. Dynamiser les échanges entre les pays africains, attirer les investissements et renforcer l'intégration économique du continent. Des objectifs parmi tant d'autres que la foire commerciale interafricaine et ATF 2025 s'est fixé. Un événement grandiose qui affiche clairement ses ambitions en tant que catalyseur majeur de l'intégration économique africaine. Les organisateurs comptent faire de cette édition la plus marquante en termes d'impact économique et de visibilité internationale, tout en réaffirmant le rôle de l'Algérie comme locomotive du développement africain. Tout ça est une dynamique pour relancer l'entrepreneuriat en Afrique. Et c'est une bonne initiative et je ne suis pas surpris que cette initiative vienne de l'Algérie. C'est un pays qui a toujours été à l'écoute de l'Afrique et qui a toujours œuvré pour l'intégration africaine, qu'elle soit sécuritaire, politique, économique, sociale. L'EATF est également un espace consacré aux jeunes entrepreneurs africains créateurs de start-up, aux étudiants universitaires et chercheurs en quête d'opportunités de partenariat à tous les niveaux. Des journées spéciales ouvertes aux pays et aux entités des secteurs publics et privés pour faire valoir leurs opportunités en matière de commerce, d'investissement, de tourisme et de culture seront au rendez-vous. Cette belle rencontre qui est la foire commerciale intra-africaine attend des milliers de personnes, 75 pays, 44 milliards de chiffres d'affaires attendus en business, en B2B. Et cette belle opportunité sera, à travers le village des startups, sera une belle opportunité pour nos startups, pour nos créations d'entreprises et pour valoriser notre jeunesse autour des startups. L'écosystème des startups en Afrique connaît une évolution quand même remarquable, qui est portée par une jeunesse travailleuse, une jeunesse entreprenante, l'essor du numérique et l'appui croissant des investisseurs locaux et internationaux.
En tant qu'Union internationale des hommes d'affaires, nous avons beaucoup de projets dans le domaine économique et nous sommes très regardants sur la participation de la jeunesse africaine car elle constitue l'avenir de l'Afrique et de son développement. L'Algérie compte bien faire de ce rendez-vous d'envergure un levier d'émergence économique. L'édition 2025, qui bénéficie d'un grand intérêt et du soutien des autorités algériennes, marquera une nouvelle étape dans le processus d'émancipation économique du continent africain. La secrétaire d'État auprès du ministre des Affaires étrangères, chargée des Affaires africaines, Selma Barta Mansouri, a participé au siège de l'ambassade de Madagascar à Alger à la célébration du 45e anniversaire de la création de la communauté de développement d'Afrique australe, la SADC. Était présent à cette cérémonie Jenny Rafalimana, chargée d'affaires de l'ambassade de la République de Madagascar en sa qualité de présidente entrante du groupe SADC en Algérie, ainsi que Fusumuzi Ntonga, ambassadeur de la République du Zimbabwe et président sortant du groupe, aux côtés de plusieurs membres du corps diplomatique accrédité à Alger. À cette occasion, Selma Barta Mansouri a réaffirmé l'engagement de l'Algérie à accompagner la SADC dans ses efforts pour renforcer l'intégration régionale et promouvoir la transformation économique en Afrique. Écoutons sa déclaration. Aujourd'hui, la SADC s'impose comme un véritable modèle d'intégration régionale à travers des projets ambitieux et transfrontaliers, reflétant une vision commune pour bâtir un avenir plus uni et prospère. Dans cette dynamique, l'agenda 2063 de l'Union africaine continue d'appeler à une action ambitieuse et transformatrice, traduisant les aspirations des peuples de notre continent. Cette ambition se matérialise de manière éloquente à travers la zone de libre-échange continentale africaine qui constitue un levier central de transformation économique et sociale en Afrique. Par ailleurs, l'Algérie se prépare à accueillir en septembre prochain le Salon du commerce intra-africain 2025, un événement qui se veut une plateforme stratégique pour mettre en valeur les opportunités, approfondir les partenariats et accélérer le chemin vers la construction d'un véritable marché africain unifié. Un 45e sommet au cours duquel les chefs d'État et de gouvernement de la SADC ont réaffirmé leur solidarité avec le peuple sahraoui dans sa quête d'autodétermination. Un mémorandum d'entente entre la SADC et la République arabe sahraoui démocratique a justement été signé et le caractère complémentaire du processus conduit par les Nations Unies relatif à l'indépendance du Sahara occidental a été réitéré. Rappelons que la SADC avait à plusieurs reprises appelé le Conseil de sécurité de l'ONU à inclure dans le mandat de la mission onusienne pour l'organisation du référendum du Sahara occidental un mécanisme de protection des droits humains dans les territoires occupés. Et dans ce même élan de défense des droits humains dans les territoires occupés, Alger a été le théâtre d'un mouvement de solidarité avec les journalistes palestiniens. Devant la maison de la presse Tahar Djaout, à l'initiative de l'organisation des journalistes algériens, des professionnels de l'information se sont rassemblés pour dénoncer l'assassinat par l'occupationniste de 238 journalistes palestiniens Rza depuis octobre 2023. En violation flagrante des lois et conventions internationales, une tentative d'étouffer, de réduire au silence la voix de la vérité. Le président de l'Organisation nationale des journalistes algériens a exprimé en son nom et au nom de ses confrères une solidarité sans faille avec les journalistes palestiniens, saluant leur courage à mener la bataille des mots face à la machine de guerre sioniste. Il a affirmé au monde entier que le journaliste palestinien n'est pas seulement un relais de l'information, mais aussi un véritable combattant armé de sa plume et de sa caméra, un soldat infatigable sur le front de la vérité. Des journalistes palestiniens qui vivent sous les bombes et avec eux c'est toute la population razaoui qui paye le prix fort. Des familles entières fuient encore une fois, laissant maison et souvenirs derrière elles. Plus de la moitié de Raza est en ruine et pour beaucoup ce déplacement est un arrachement, un foyer qu'on perd à chaque fois sur le chemin de l'exil. Selma Al-Awadi et Badé Amarni. Dans le quartier de Zeytoun, à l'est de Raza, l'occupation impose un quotidien de peur et de destruction sous un déluge continu de bombes et de roquettes. Les blindés progressent et transforment les rues en champs de bataille. Des milliers d'habitants n'ont d'autre choix que de fuir, contraints à l'exode. Ils laissent derrière eux leur maison pour affronter l'inconnu à la recherche d'un abri sûr. Abri qu'ils ne trouveront peut-être jamais. Zeytoun, qui était il y a quelques mois seulement un quartier vivant, n'est aujourd'hui que désolation et le symbole poignant de toute une ville meurtrie.
Comme vous le voyez, il y a un ordre d'évacuation de certaines régions. Nous sommes obligés de quitter comme à chaque fois. À peine on s'installe qu'un autre ordre de quitter l'endroit parvient. Près de 50 000 habitants vivent dans le quartier Zeytoun. À cela s'ajoutent des milliers de déplacés qui y avaient trouvé refuge après la destruction par l'occupation des quartiers voisins d'Eshoujaïa et At-Toufah à l'est de Raza. Désormais, c'est la moitié de la ville qui se retrouve dévastée et vidée de ses habitants. Un tissu urbain réduit en ruine et une population contrainte à l'exil. Raza est aujourd'hui prise en étau, occupée à l'est et encerclée au sud. Nous souffrons de cette situation de déplacement. Nous n'avons plus d'abri, pas de nourriture et pas d'eau. Les bombardements ont fait plusieurs blessés. Nous avons échappé au pire. Nous ne pouvons pas tout prendre. Nous avons laissé beaucoup de choses à la maison qui s'est d'ailleurs effondrée. Ici, aucune maison n'est restée debout. À la hâte, les familles ramassent ce qu'elles peuvent, tandis que derrière s'effondrent des maisons chargées de souvenirs. Ce n'est pas qu'un simple déplacement, c'est un arrachement brutal, un déracinement qui dépouille l'être humain de son passé, de son histoire et de tout ce qui faisait autrefois son foyer. En France, la crise n'est pas seulement économique, elle est aussi sociale et politique. Certains responsables choisissent de détourner l'attention en alimentant entre autres des discours de haine contre l'Algérie, alors que l'inflation, le chômage et la dette publique pèsent de plus en plus lourd sur les ménages. D'autant plus que le gouvernement français doit aussi faire face aux scandales de corruption en interne. Bref, un climat qui nourrit colère et incompréhension dans une société déjà profondément fracturée. Mohamed Kaïs et Rina Louari. Dans un climat déjà tendu, la droite et l'extrême droite française redoublent d'efforts pour élargir leur influence et imposer leur discours de haine et de repli identitaire auprès de larges franges de la société. Un discours corrosif, nourri de polémiques et de contradictions, alors même que des affaires de détournement de fonds publics et privilèges fiscaux viennent révéler un double visage. Décidément, l'extrême droite a un problème avec l'argent et avec l'honnêteté. On apprend par la presse que le gouvernement a fait une énorme ristourne fiscale de 640 millions d'euros à Vincent Bolloré, 14e fortune française et soutien de l'extrême droite. Pourquoi les chefs d'entreprise réfléchissent à aller mettre leur siège ailleurs, à aller faire plus d'activités à l'étranger, à réfléchir eux-mêmes à partir avec leur patrimoine dans les pays limitrophes, même en Italie, qui leur propose de venir. Pourquoi? Parce qu'ils sont désespérés de la situation économique en France et qu'ils ne voient aucune perspective pour les 2, 5, 8, 10 prochaines années. La France est plongée dans une crise sociale profonde. Explosion des inégalités, inflation persistante, chômage en hausse et dette publique hors de contrôle. En plus, d'un racisme et d'une xénophobie qui se sont eux aussi accentués. Un vécu quotidien qui pousse de plus en plus de citoyens à quitter le pays. Toute la jeunesse, elle veut quitter la France. J'ai jamais vu une affirmation aussi vraie. On veut tous partir, mais la France, c'est en train de nous rendre tous dépressifs. Aujourd'hui, t'as au moins une personne sur 4 qui veut aller vivre ailleurs. Les gens, ils se plaignent de la mentalité en France, de l'ambiance qui règne. C'est vrai qu'il n'y a plus de sécurité en France. La justice à 2 vitesses. Les gens, ils en peuvent plus de ça aussi. Et pour les gens qui font un peu d'argent et qui veulent vivre, ils veulent arrêter de survivre, ils veulent vivre, passer un cap. Au lieu d'agir pour apaiser les tensions d'un climat social déjà lourd, le gouvernement français nourrit colère et incompréhension au sein d'une société profondément fracturée. Tandis qu'il demeure lui-même fragilisé par des critiques persistantes liées aux scandales de corruption et aux affaires de détournement de fonds publics. Mais comment rester sage vu l'état de la France que l'on nous propose? Car quand bien même le gouffre entre les Français semble immense tellement il a été creusé, sans discontinuer par des responsables politiques et médiatiques aussi cyniques que besogneux, ce racisme vient leur proposer d'exister à nouveau, mais en écrasant les autres. Car l'humiliation est puissante et elle peut galvaniser des millions de gamins aux rêves subtilisés. Bien sûr, avec les œillères qui sont les vôtres, vous verrez cet appel à un retour à la paix sociale comme une perturbation, mais après tout, qui peut prétendre faire de la politique sans prendre position? Alors que la France s'engouffre dans les fractures sociales et économiques qui se sont creusées au fil des années, le pays apparaît aujourd'hui au bord d'un basculement vers un avenir flou et incertain où tout reste à construire.
Revenons chez nous, en Algérie, à Boumerdès plus exactement, où une exploitation agricole fait figure d'exemple. Alors on y retrouve une organisation millimétrée, un suivi technique régulier et surtout une impressionnante diversité, des vergers fruitiers jusqu'à la culture de l'arganier. Près de 100 000 plants de cet arbre sont déjà en préparation, preuve que l'activité ne se limite plus à la production classique. En tout cas, tout est fait pour avoir des cultures de qualité dans le respect de l'environnement. Rina Lourari. Située dans la wilaya de Boumerdès, ces étendues verdoyantes dessinent le paysage d'une exploitation agricole pilote qui s'impose comme un véritable modèle de réussite. Ici, rien n'est laissé au hasard. Ingénieurs et techniciens veillent sur chaque détail, de l'irrigation goutte à goutte au programme de fertilisation afin de garantir une production abondante et de qualité. Nous appliquons les programmes de fertilisation et de traitement phytosanitaire accompagnés d'un suivi régulier. Pour traiter les mauvaises herbes, un système de protection est mis en place avec un suivi permanent et rigoureux des ingénieurs, ce qui nous a permis d'obtenir une récolte abondante. Nous cultivons entre 80 à 100 variétés de fruits tels que les amandiers et les arbres fruitiers à noyaux, comme les pommiers, les poiriers et la vigne. L'activité de cette exploitation ne s'arrête pas aux vergers fruitiers. Elle s'étend également dans cette pépinière à la culture de l'arganier, un arbre rare et précieux cultivé avec soin. Ici, la production suit un cycle complet de la plantation de la graine jusqu'à sa croissance. Un suivi technique est assuré par une équipe d'ingénieurs et d'ouvriers qualifiés afin de garantir à cette variété les meilleures conditions de développement. Cette pépinière compte près de 100 000 plants d'arganier qui seront mis en terre au courant de cette année. Dans cette exploitation, l'agriculture se pense comme un projet d'avenir rigoureusement encadré, ouverte à la diversification et misant sur les cultures à forte valeur économique et environnementale. Et lorsqu'on parle d'agriculture, on pense souvent aux vergers et aux cultures, mais il y a aussi un autre acteur avant tout ça, l'abeille qui, elle aussi, est essentielle à la pollinisation. Elle a besoin d'être valorisée. À Tizi Ouzou, dans le village d'Ahriq, elle était à l'honneur avec la 11e édition du Festival de l'abeille et du miel. Un événement qui a mis en avant la richesse du produit, mais aussi les difficultés du métier, marquées par le changement climatique et la hausse des coûts. Un festival qui a en tout cas rassemblé apiculteurs, visiteurs et amateurs de miel venus de toute la région. Bada Amrani. Au cœur du village d'Ahriq, les rues et les ruelles se sont transformées en un véritable festival de couleurs pour accueillir les visiteurs et participants à la 11e édition du Festival de l'abeille et du miel. Venus de plusieurs régions, ils sont attirés par les saveurs du miel et des produits locaux. Nous sommes des habitués de ce festival. Nous venons voir nos amis et discuter avec les apiculteurs passionnés. Nous sommes venus exposer nos produits. Nous produisons du miel à Nasseria, mais aussi au sud. Nous proposons même du propolis et de la gelée royale. Ces dernières années, notre métier est devenu difficile à cause du réchauffement climatique. On a dû revoir nos prix à la hausse car les produits de traitement coûtent cher. Nos prix varient entre 8 000 dinars à 9 000 dinars le kilo de miel. L'objectif de ce festival est clair, contribuer à l'essor de la filière apicole en Algérie. Pour les apiculteurs, c'est l'occasion de faire connaître aux visiteurs la valeur et l'importance des produits de la ruche, mais de partager également les difficultés rencontrées dans leur métier. Plusieurs conférences ont été organisées pour expliquer les usages et les bienfaits de ces produits naturels. Notre village est connu pour la qualité du miel produit de nos chères abeilles. C'est pourquoi depuis 11 ans, nous organisons cet événement. Le miel est un produit en or. Nous sommes venus d'Alger, mon ami et moi, pour acheter du miel. Nous avons aussi acheté du fromage produit localement. À la même occasion, le fromage local. Dans notre village, de nombreux jeunes perpétuent cette activité transmise de génération en génération. Nous leur réservons d'ailleurs cet espace chaque année. Les habitants du village d'Ahriq sont engagés à préserver ce métier ancestral hérité de père en fils et de le perpétuer de génération en génération, car la valeur nutritive du miel n'a plus besoin d'être démontrée.
Place à une autre spécialité qui fait briller le patrimoine culinaire algérien, le créponné, ce sorbet au citron typiquement de chez nous, vient d'être classé parmi les meilleurs desserts glacés au monde par le guide Taste Atlas, premier en Afrique et dans le monde arabe. Il séduit par sa fraîcheur, son acidité et sa légèreté. Dans les rues de Blida, il fait quasiment partie du décor, comme partout ailleurs dans le pays, et aujourd'hui érigé en fierté nationale. C'est un reportage de Sihem Kenouch. Blida, ville des roses et des agrumes, connue pour sa célèbre charbette, mais pas que. Ici, toutes les ruelles mènent à une spécialité glacée bien de chez nous. الكريبوني هو ميور مثلجات في العالم. نحب الكريبوني على خاطر فيه الجو تاع السيترون وحلو وينحي العطش تاع السخانه في الصيف. انا نحب الجو تاع لي كلاص في الكريبوني على جهه سخانه منعش. نحبو بابا كل يشري لي كريبوني. Le créponné, ce sorbet glacé au citron qui a vu le jour à Oran et qui aujourd'hui est classé par Taste Atlas comme étant un des meilleurs desserts glacés. Nous sommes spécialisés dans le créponné depuis des dizaines d'années. C'est un sorbet qui est très demandé, bien plus que les autres glaces. C'est un sorbet dont les gens raffolent. Il est bon et rafraîchissant. Nous le préparons à base de citron naturel, vert ou jaune, au choix. Du jus de citron, du zeste, un peu de sucre. Il contient 25% moins de sucre qu'une glace. Le créponné est un sorbet traditionnel, originaire d'Oran, mais il est trop connu ici à Blida. Il se prépare avec l'eau fraîche, zeste de citron, le concentré de citron et bien sûr la touche de maître glacier. Il n'est pas trop sucré, hadja traditionnelle algérienne 100%, nas thabou. Notre créponné, une véritable pause fraîcheur, un concentré de senteur, recette, un zeste de citron, une pointe de sucre et tout l'amour de l'Algérie. Surtout en ces temps de grande chaleur. Voilà qui clôture cette édition. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain soir pour l'édition de 19h. Excellente soirée avec la suite de nos programmes sur Canal Algérie.